Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dev Café où je vais une fois de plus vous résumer les principales infos autour du dev mobile et en une dizaine de minutes. Et aujourd'hui c'est enfin la journée que beaucoup d'entre vous attendent puisque ce sera le Flutter Forward. Alors pour rappel, on vous proposera un live dès 15h30 sur la chaîne, du coup n'hésitez pas à activer la fameuse cloche pour avoir le rappel. Pour ce qui est du programme du jour, eh bien on va en toute logique parler d'Apple et d'Android, mais aussi de React Native, de Flutter et de bien d'autres sujets, et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite après le générique. Et comme le dirait une célèbre chaîne de télé, priorité au direct, puisqu'après avoir tout filmé, tout monté, tout fini, eh bien Google a publié la version 3.7 de Flutter. Alors pour le moment, il n'y a pas d'infos dessus, mais surtout n'hésitez pas à revenir vers 12h30 parce que j'essaye de vous préparer une vidéo. En attendant, ils viennent de sortir un Holobooth, du coup n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus, et je vous laisse maintenant tranquillement reprendre la lecture de la vidéo. Pour commencer, je vais vous parler de React Native, non pas pour un nouvel outil ou alors une nouvelle version, mais plutôt parce que la première conférence en France va arriver le 1er juin. Alors c'est en réalité avec les mêmes organisateurs que la conférence Flutter, puisqu'il va s'agir donc de la React Native Connection. Alors la particularité, c'est qu'elle se déroulera la veille de la conférence Flutter, à savoir le 1er juin et uniquement l'après-midi. Du coup, les événements ils sont bien séparés, car typiquement, je n'aide pas sur celle-ci. Mais du coup, vous pouvez aller sur le site pour avoir plus d'informations, les billets sont ouverts et vous pouvez également proposer des sujets si ça vous intéresse. Mais si vous voulez vraiment vous prendre 2 journées dédiées au mobile entre cette conférence sur React et le lendemain avec du Flutter, bah vraiment ce sera le top, donc le 1er et le 2 juin. D'ailleurs, pour être complet sur le sujet, si c'est plutôt le sujet d'Android qui vous intéresse, Android Makers aura lieu à la fin avril et leur CFP est d'ailleurs toujours ouvert. Finalement, quelle que soit la conférence, donc Flutter, React ou Android, eh bien elles sont toutes dans la description, du coup surtout n'hésitez pas à y aller, et éventuellement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'y aller également. Et tiens, à se parler de React Native, il y a quelques temps je vous avais parlé de Tori qui permet de faire l'équivalent d'Electron.js, mais sans Chromium et avec du Rust, donc autant dire bien meilleur. Et ils ont commencé à sortir une version alpha pour une version mobile, mais bon, le qualificatif d'alpha, il n'est pas galvaudé ici parce que j'ai pu tester et ça marche pas très bien, et sur les Mac ARM, il faut carrément aller modifier le code source du projet. Mais faire du mobile avec du Tori, est-ce que c'est pour autant impossible? Eh bien, la réponse c'est non, puisque je suis tombé sur cet article qui explique comment avoir une appli React Native pour le web et le mobile, et ensuite utiliser Tori pour le desktop en passant par Expo. Finalement, c'est une autre manière de concevoir les choses, et je vous ai mis le lien vers le tuto là aussi dans la description, car sinon, je pense que ça reviendrait à ce que je vous lise du code. On enchaîne, et je vous préviens aujourd'hui, a priori, je vais pas arriver à faire de belles transitions comme en début de semaine, mais bon, finalement, peu importe, puisqu'on poursuit avec les nouvelles versions d'iOS, d'iPadOS, macOS, watchOS et tvOS qui sont sorties lundi en fin de soirée, et c'était comme c'était prévu. Alors pour nous, développeurs, il n'y a rien vraiment de très intéressant, puisqu'il y a uniquement pour les utilisateurs le support des clés de sécurité physiques qui peuvent être utilisées pour s'authentifier sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Mais sur iOS, on note quand même une petite amélioration, puisque les appels aux urgences nécessitent maintenant d'appuyer sur l'un des boutons du volume, donc plus ou moins, et on-off en même temps, puis de relâcher pour éviter le fameux problème des appels intempestifs, à voir si ça va permettre de réduire la fameuse quantité faramineuse de faux appels que les services d'urgence recevaient ces derniers temps et que je vous avais partagé. A noter que du côté de WebKit, il y a essentiellement des fixes. Tiens, d'ailleurs à se parler de web, mais cette fois-ci côté Edge, Microsoft propose en ce moment un nouvel add-on pour tester l'affichage de 2 onglets côte à côte plutôt que dans des fenêtres séparées. Bon, pas sûr que ce soit une révolution, mais en tout cas c'est appréciable. Côté Flutter maintenant, il y a une nouveauté qui concerne le service zap.run, qui pour rappel c'est un IDE dans votre navigateur qui permet de coder en Dart ou en Flutter, sachant qu'il y a plein de fonctionnalités ultra pratiques comme le fait de pouvoir partager votre application à l'aide d'un simple lien. Et de mon côté, je m'en sers très régulièrement avec les étudiants à qui je donne des cours, et c'est plutôt satisfaisant parce que ça leur évite d'installer tout plein de choses. Mais si la formule actuelle était déjà intéressante, voilà qu'elle va le devenir encore plus. Et en effet, sur pub.dev, c'est le site qui liste toutes les dépendances publiques pour Dart et Flutter. Mais même s'il y a un onglet Example, c'est toujours difficile de savoir ce qu'offre concrètement une bibliothèque. Désormais, vous allez pouvoir directement tester des packages avec l'URL que vous voyez juste ici, ou alors en installant une extension pour Chrome qui permettra d'ajouter un petit lien et qui fera en fait un raccourci vers zap.run. L'avantage, c'est non seulement que vous allez pouvoir tester, mais vous allez aussi pouvoir modifier le code, car c'est bien l'IDE classique qui va s'ouvrir. Par contre, il y aura une limitation ici, et qui est plutôt importante, vu que zap.run tourne sur le navigateur, mais seules les dépendances pour le web pourront être utilisées. Par conséquent, les bibliothèques qui sont faites pour Android ou iOS, et pareil sur le desktop, tout simplement, elles ne fonctionneront pas.
Et comme toujours, tout ça, ça reste entièrement gratuit, donc profitez-en. Allez, on est à peu près au milieu de la vidéo, donc place aux actus en bref du jour. Fortnite n'est plus disponible sur l'App Store et le Google Play depuis le mois d'août 2020, mais les utilisateurs qui l'avaient téléchargé peuvent continuer de l'utiliser. Toutefois, cette version commence à se faire vieille et en plus de l'absence de mise à jour, elle va connaître deux limitations. Les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourront plus y jouer et il ne sera plus possible de dépenser la monnaie in-game, les V-Bucks. Sur GitHub, il est possible de sponsoriser des développeurs ou des organisations. Mais à partir du 23 février, il ne sera plus possible de payer par PayPal car seules les cartes de crédit et de débit seront acceptées. Google a licencié près de 6% de sa masse salariale, soit 12 000 employés. Mais pour un des investisseurs, ce n'est pas suffisant car il voudrait que le pourcentage soit de 20% et également baisser le salaire jugé trop élevé. Après le site web et les applications mobiles, la CNIL va désormais s'affairer à un nouveau sujet, l'intelligence artificielle. Un nouveau service composé de 5 profils de juristes et d'ingénieurs va ainsi être créé. Cela fait suite à une étude publiée par le Conseil d'État l'été dernier qui faisait cette recommandation. CodeMagic est une solution de CI/CD qui vient d'annoncer sa compatibilité avec Runway. Ce service offre une vision globale aux membres d'une équipe sur les différentes versions disponibles, que ce soit des personnes techniques ou non. Elle facilite également les relations avec les testeurs, mais permet aussi aux personnes du marketing de mettre à jour les différents assets. Bref, un service et une collaboration intéressante. Les smartphones ont une empreinte carbone importante dès leur sortie d'usine. Il est donc conseillé de maximiser leur durée de vie. Et pourquoi ne pas les revendre pour cela? Eh bien, selon une étude, les iPhones sont les modèles qui se déprécient le moins en termes de valeur, là où le Google Pixel XL est le bonnet d'âne de sa catégorie avec une perte de 98%. A noter qu'une grande partie des modèles Samsung sont également soumis à cette dépréciation. Flash Player est mort et enterré depuis janvier 2021, mais un émulateur écrit en Rust permet de faire revivre cet outil qui était à l'avant-garde, puisqu'il s'agissait de l'une des premières solutions cross-platform. La version Rust peut fonctionner autant en version desktop que depuis un navigateur grâce au WebAssembly. On reprend avec une mauvaise nouvelle puisqu'elle concerne les licenciements, et il n'y a pas que les géants comme Microsoft ou Google, mais il y a aussi Esper qui offre une solution de gestion de flotte sur Android. Mais si cette boîte ne vous dit rien, c'était elle qui a embauché notre célèbre Michal, dont je vous parle d'ailleurs régulièrement dans l'émission car c'est souvent lui qui nous déniche les nouveautés qui vont arriver sur Android. Et vous l'aurez donc compris, Michal a été licencié de la société. Bon, en réalité c'est plutôt son contrat qui s'est arrêté car en fait c'était un freelance. Et on va donc croiser les doigts pour lui pour qu'il puisse trouver un boulot sympa et qu'il continue de nous partager ses découvertes. On croise les doigts pour lui. Et à y être sur les mauvaises nouvelles, on poursuit avec la thématique de la désinstallation des applications, car des nouvelles statistiques fournies par AppsFlyer nous éclairent sur le sujet. Alors pour info, ils n'ont pas des données précises pour iOS, c'est pour cette raison que je vais vous parler uniquement d'Android. Il en ressort qu'en moyenne, une application sur deux est désinstallée moins d'un mois après son installation, mais pour contrebalancer, ce chiffre s'est quand même amélioré entre 2021 et 2022. Et si on zoome plus précisément sur ces 49% de désinstallation, il y a à nouveau 49% qui ont lieu uniquement dans les 24 premières heures. Alors la catégorie la plus touchée, c'est celle des jeux qui a atteint les 66% en octobre, alors qu'à l'inverse, la thématique des voyages, c'est celle qui a le plus de loyauté puisque les désinstallations ne sont que de 31%. En termes de répartition, c'est assez intéressant de voir que les taux de désinstallation sont plus élevés dans les pays émergents comme le Népal, le Bangladesh ou le Kazakhstan, avec une 50aine de pourcents. Alors que dans les pays développés comme ceux en Europe, au Japon ou aux États-Unis, c'est plus autour des 35. Et selon les analystes d'AppsFlyer, cette différence pourrait s'expliquer par le fait que les pays développés peuvent davantage s'acheter des téléphones avec plus de stockage, et donc forcément, il y a moins besoin de faire le tri, de moins désinstaller des applications, tout simplement. Au final, les analystes indiquent qu'il faut faire attention aussi dans les promesses que vous délivrez dans les pubs ou sur les stores, car le taux de désinstallation aura aussi un impact négatif sur le ASO, c'est-à-dire l'équivalent du SEO, mais pour les stores. Et pour info, ASO ça veut dire App Store Optimization. Toujours sur la partie Android, des infos de 9to5 Google nous indiquent que certaines applications ne pourraient tout simplement plus être installées, et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le Google Play il nous force le fait que l'on utilise deux versions d'API en retard pour le Target SDK, sinon impossible de publier ou de mettre à jour une application. En revanche, sur les téléphones, cette restriction n'existe pas, car un APK ça reste un APK. Mais selon l'info soulevée par 9to5 Google, il y aura sur Android 14 une modification qui interdira l'installation d'applications obsolètes. Dans un premier temps, l'idée sera de ne plus supporter de vieilles versions, pour ensuite glisser vers Android 6, sachant que c'est depuis cette version-là que les permissions dynamiques ont été mises en place. En toute logique, ce genre de changement sera bon pour la sécurité de l'OS puisque les anciennes versions n'avaient pas autant de restrictions,
Et ce sera aussi une belle épine dans le pied en moins pour les ingénieurs qui travaillent sur Android, car ils n'auront plus besoin d'assurer cette énorme rétrocompatibilité quasiment sur plus de 10 ans. En revanche, on peut quand même noter que sur Windows, par exemple, c'est un contre-exemple, puisque en la matière, eux, ils peuvent faire tourner des très vieux binaires. Pareil, ça mettra une fin à un certain patrimoine numérique, et ça me désole un tout petit peu. Et pour finir, on va s'intéresser au smartphone Samsung, et plus particulièrement au Galaxy App Store, qui est la boutique principalement utilisée pour distribuer les applications du constructeur. Mais il y avait une grosse faille, puisque sur les téléphones jusqu'à Android 12 inclus, et donc pas Android 13, il était possible d'installer n'importe quelle application sans en demander la validation et en arrière-plan. Alors concrètement, et normalement sur Android, seules certaines applications ont un tel droit, sinon il y a la pop-up qui s'affiche et qui demande à l'utilisateur s'il souhaite bien installer l'appli. Sauf qu'ici, Samsung avait laissé une activité publique où il suffisait d'indiquer le nom du package en paramètres pour que le process d'installation ne commence. Et en plus, l'application, elle pouvait même être lancée automatiquement. Bon, en réalité, seules les applications qui sont disponibles sur le Galaxy App Store pouvaient être installées par cette faille, et non pas par un APK en direct, mais il suffit qu'une application malveillante arrive à passer les contrôles pour que tout soit possible, d'autant plus, comme je vous l'ai dit, que ça pouvait se lancer tout seul. Un correctif est déjà disponible depuis le 1er janvier avec le numéro 45498, il est donc très important de l'installer, et n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous, car généralement sur mes téléphones, je dois souvent faire ces mises à jour à la main. Et la deuxième faille trouvée, elle est un peu plus tordue, car en cas d'affichage d'une WebView sur le Galaxy App Store, on peut y injecter du JS. Là aussi, si vous installez la dernière version, vous serez tranquille. Et voilà, c'était tout pour le programme du jour. Comme vous avez pu le voir, il y avait peut-être un peu moins d'actu croustillante aujourd'hui, on va dire, même si à mon avis, demain, on devrait rattraper le retard avec le Flutter Forward, car pour rappel, à partir de 15h30, il y aura le live sur cette chaîne. Alors pour ceux qui pourront venir cet après-midi, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche, sinon rendez-vous demain pour le résumé dans DevCafé comme on le fait tous les jours. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et donc à demain ou à cet après-midi.